Salut amis YouTube! Pilote est un métier qui fait bien souvent rêver. Les escales, les paysages, l'adrénaline. Mais qu'en est-il réellement? D'où vient ce métier? Quels sont les différents débouchés? À quel salaire peut-on prétendre? Comment le marché économique impacte le milieu de l'aérien? Autrement dit, pilote, est-ce vraiment un métier de rêve? Toutes les réponses juste après ça. Qui n'a jamais rêvé de voler tel un oiseau? De tout temps, les hommes ont essayé à leur manière de conquérir les airs, parfois au risque de leur vie. Tout d'abord en planant, puis en tentant de gagner de la hauteur. Et le tout premier à avoir volé dans un appareil motorisé est le Français Clément Ader en 1890. C'est même lui qui inventa le terme avion en s'inspirant du mot aviation, créé quelques années auparavant en référence au mot latin avis, signifiant oiseau. Ce vol motorisé fut plutôt bref, puisque l'engin ne se souleva que d'environ 20 cm sur une distance de 50 mètres et qui se termina renversé sur le côté car l'appareil était incontrôlable. Ce n'est qu'une bonne dizaine d'années plus tard que les frères Wright volèrent à leur tour. Si le vol fut un franc succès, il nécessita tout de même l'utilisation d'une catapulte pour aider au décollage. C'est Ryan Vuilla qui fut officiellement le premier à réaliser un vol aux commandes d'un appareil autopropulsé plus lourd que l'air. Beaucoup de gens l'ignorent, mais le berceau de l'aéronautique est bel et bien la France. C'est même dans notre pays que les frères Wright ouvrirent la première école de pilotage au monde en 1908 à Pau. Les premières licences officielles de pilote d'avion sont donc françaises. Et c'est encore une Française qui, la même année, devint la première femme à réaliser un vol en solo, Thérèse Pelletier. L'année 1908 marqua également le début des vols entre deux destinations données et l'ouverture du premier aéroport baptisé Port Aviation à Viry-Châtillon. À partir de là, les terrains d'aviation et les idées entrepreneuriales de l'époque fleurissèrent. Également, les premiers meetings aériens apparurent. Les pionniers y vinrent du monde entier pour s'affronter et battre des records d'endurance, de maniabilité, d'altitude, de vitesse et pour réaliser les premières traversées. Le transport de courrier par voie aérienne débuta dès 1911, laissant présager une autre ambition, le transport de passagers. Autrement dit, au début du XXe siècle, soit on pilotait pour l'esprit de compétition et d'aventure, pour peu que l'on en ait les moyens, soit on exerçait un métier en devenir, pilote d'avion ou plus exactement, facteur des airs. Classe le facteur. Malheureusement, ces idées aussi innovantes furent-elles, restèrent pour un temps à l'état de projet. La Première Guerre mondiale réquisitionnant les aéroplanes pour les transformer en une nouvelle arme militaire. Tout d'abord, employés à la reconnaissance des lignes ennemies, les avions furent vite mis à contribution avec les moyens du bord. Le premier combat aérien de l'aviation militaire eut lieu le 5 octobre 1914 et il fut d'ailleurs remporté par les Français Joseph Franz et Louis Queneau. Spécialisation et amélioration rendirent les appareils plus performants et les batailles aériennes plus fréquentes. C'est au cours de celles-ci que des grands noms comme Georges Guilmer ou René Fonck s'illustrèrent tant pour leur noblesse d'esprit que pour leurs nombreuses victoires. La Première Guerre mondiale apporta un véritable coup d'accélérateur au domaine de l'aérien à travers son développement militaire. Des infrastructures virent le jour et des innovations structurelles notables sécurisèrent les appareils. À la fin de la guerre, bon nombre de pilotes et de machines se retrouvèrent disponibles. Aussi, sans tarder, le transport postal par la voie des airs reprit du service et se développa davantage encore. Parallèlement, quelques pilotes reprirent la route des tentatives de record. Les premières compagnies aériennes virent le jour et exploitèrent un temps les anciens bombardiers avant de les remplacer par de nouveaux modèles plus évolués. Par exemple, les frères Farman développèrent le F-60, autrement nommé le Goliath, dont la capacité atteignait 12 places passagers. C'est justement à bord de cet appareil que le premier vol commercial français eut lieu le 8 février 1919, au départ de Toussus-le-Noble, direction Londres. À mon avis, ça ne devait pas être donné cette affaire. À l'époque, un tel voyage coûtait manifestement plus cher que le combiné train-bateau traditionnel.
L'aérien était réservé à quelques privilégiés très aisés. Quoi qu'il en soit, c'est ainsi qu'un grand nombre de pilotes se reconvertirent en pilotes civils commerciaux. L'entre-deux-guerres fut indéniablement une période très faste. De grandes compagnies se formèrent dans les pays qui constitueront par la suite l'Europe, mais également dans les pays outre-Atlantique. Certaines d'entre elles existent d'ailleurs encore aujourd'hui. Le fleuron national français, Air France, naquit d'une succession de fusions entre compagnies aériennes spécialisées dans le transport de passagers, mais aussi le fret et le transport de courrier. Les lignes commerciales devenant régulières, le métier de pilote de ligne était né. Note que celui d'hôtesse de l'air apparut aux environs de 1930, lorsque le service à bord fut introduit par certaines compagnies afin de se démarquer de leurs concurrentes. Compte tenu des tensions politiques palpables à cette même époque et de la prise de conscience qu'une guerre pouvait désormais se jouer sur 3 dimensions, le gouvernement français créa l'École de l'air en 1933 en lieu et place des formations existantes depuis le début des années 1920. À partir de ce moment, la distinction se fit nettement entre les pilotes civils et les pilotes militaires. Si la Seconde Guerre mondiale n'interrompit pas définitivement l'exploitation commerciale de certaines lignes, elle stoppa néanmoins la production de nouveaux appareils conçus spécifiquement pour le transport de passagers. Les pilotes furent en grande partie mobilisés, le ciel étant désormais une dimension militaire à part entière. Tous les efforts furent concentrés autour des besoins militaires, dans la mesure où l'armée de l'air allemande, la Luftwaffe, prouva qu'elle était clairement en avance sur ses ennemis quant aux techniques de combat à adopter dans cette nouvelle dimension. Durant toute la Seconde Guerre mondiale, les avancées technologiques furent énormes. L'une des plus notables est l'invention de l'avion à réaction capable d'atteindre des vitesses jamais imaginées jusqu'alors. Une fois n'étant pas coutume, au terme de cette période de guerre, nombre de pilotes et d'appareils se retrouvèrent disponibles. De nouveau, les lignes aériennes reprirent leur essor et c'est avec ce nouvel élan que le métier de pilote de ligne gagna ses lettres de noblesse. Que ce soit pour devenir pilote professionnel dans le civil ou dans l'armée, le parcours est exigeant et peut parfois être fort onéreux. Pour cette raison, avant de se lancer, il est vivement recommandé de commencer par une visite médicale très rigoureuse, la classe 1. Si pour le civil, les règles sont plus souples, le militaire est intransigeant. Après vérification des aptitudes physiques, le parcours scolaire et le coût de la formation vont faire toute la différence. L'armée propose 2 niveaux de recrutement. La simple obtention du baccalauréat permet de se présenter au poste d'officier sous contrat, tandis que pour devenir officier de carrière, il est nécessaire d'avoir un bac plus 2 ou un bac plus 3 et de réussir un concours d'entrée. La formation est prise en charge par l'État et dure 4 ans et 4 mois. Plus précisément, 4 mois réservés à la formation militaire initiale, puis 4 ans pour se former au métier de pilote de chasse. Attention, il y a une contrepartie, puisqu'il est imposé de s'engager au moins 10 ans. Pour devenir pilote professionnel dans le civil, 3 alternatives s'offrent aux futurs candidats. L'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile, est accessible sur concours à condition d'avoir validé au minimum une année de classe préparatoire. La formation y est prise en charge par l'État, et au terme de celle-ci, l'arrivée sur le marché du travail est grandement simplifiée puisque le jeune pilote est prioritaire pour les sélections Air France. La sélection des cadets Air France est accessible sur concours à condition d'être au moins titulaire d'un baccalauréat ainsi que d'un ATPL théorique ou d'avoir validé une année de classe préparatoire. Cette formation est prise en charge par la compagnie et l'élève cadet perçoit même un salaire progressif à mesure qu'il en gravit les étapes. Si tout se passe bien, il est embauché au terme de celle-ci. Des écoles privées sont accessibles à un niveau bac. La formation, dont le coût varie entre 70 et 120 000 euros, y est intégralement à la charge du candidat. Ah quand même! Certaines ont des partenariats avec de grandes compagnies, simplifiant ainsi grandement l'arrivée sur le marché du travail. Dans ces 3 cas, la formation complète dure généralement 2 à 3 ans, le temps d'obtenir les licences et qualifications nécessaires à l'exercice de ce métier. Un point dont je n'ai pas encore parlé, la maîtrise de l'anglais. Aujourd'hui, l'anglais est la langue majoritairement utilisée dans l'aéronautique. Si la majeure partie de la formation, la phraséologie en vol et les cours peuvent se faire en français, il sera nécessaire de passer un examen d'anglais spécifique à l'aéronautique.
Approach, good morning. Delta 330, passing 11.19 down to 8,000, heading 180. American 2287, turn right heading 330, reduced to 180. 330, heading reduced to 180, American 2287. 50, 40, 30, 20, 10. Pilote d'avion ne se limite pas à être pilote de combat ou pilote de ligne. Les débouchés sont bien plus nombreux et les salaires peuvent être particulièrement disparates. En effet, le bulletin de paie n'a pas la même allure selon que le professionnel fait de la ligne, qu'il travaille dans l'aviation d'affaires, l'armée ou le travail aérien. Qui plus est, il prend en compte le poste occupé, la machine sur laquelle le pilote est qualifié, son expérience et son ancienneté. Bien entendu, une formation au sein de l'armée implique que le futur professionnel entamera une carrière militaire, mais pas forcément comme pilote de combat. Il y a aussi la reconnaissance aérienne ou le transport. Quoi qu'il en soit, le salaire évolue avec le grade et les primes qui elles-mêmes varient en fonction de la situation familiale et de l'éloignement géographique. Au commencement, le fixe est de l'ordre de 1 328 € net par mois pour un élève officier pour atteindre environ 3 585 € net par mois pour un lieutenant-colonel. En cas de départ en mission à l'international, ces salaires peuvent plus que doubler. Dans le civil, 3 grands secteurs se distinguent. La ligne, que ce soit pour une major ou pour des compagnies low cost, des charters ou encore des compagnies régulières. Généralement, les salaires vont d'environ 3 000 € net en début de carrière à environ 18 000 € net en fin de carrière, en tenant bien compte des critères cités au préalable, mais aussi et surtout selon la compagnie. L'aviation d'affaires, que ce soit dans une compagnie ou pour un particulier, là le contraste est saisissant, puisque les salaires vont du SMIC à environ 8 000 € net. Quoi ? Mais ce sont les mêmes licences pourtant, non ? Oui, l'aviation d'affaires demande les mêmes aptitudes que la ligne, mais ce sont généralement des avions plus petits, donc transportant moins de passagers. Par conséquent, la responsabilité des pilotes est moindre. Le travail aérien, à savoir l'instruction, l'épandage, le largage parachutiste, le remorquage planeur, la surveillance incendie ou pipeline et le tirage de banderoles. Les salaires vont du SMIC à environ 4 500 € net. En période de marché économique très défavorable, cela peut commencer par du bénévolat. Dans ce cas, il n'y a qu'à choisir la ligne. Cela ne fonctionne pas comme ça. En fonction de la conjoncture, le pilote expérimenté ou non prend ce qu'il trouve. Un pilote professionnel peut exercer pendant longtemps comme instructeur avant de trouver un emploi dans une compagnie d'affaires par exemple. Il peut aussi passer d'un poste à un autre sans jamais réussir à devenir pilote de ligne. Voici qui va sans doute démystifier un peu l'image idyllique que l'on voit encore aujourd'hui circuler sur la profession. S'il y a bien un secteur qui pâtit directement des variations économiques, c'est l'aérien. Par exemple, la moindre augmentation du coût du pétrole, qui représente à lui seul environ un tiers de l'ensemble des charges d'une compagnie aérienne, a un impact instantané pour tous les exploitants d'aéronefs. Ne parlons même pas des taxes. Nos gouvernements sont d'ailleurs très imaginatifs dans ce domaine, au risque de déstabiliser le marché français face à la concurrence étrangère. Mais voyons donc comment les débouchés évoluent avec le marché aérien dès lors qu'on ne vise pas une carrière militaire. Tout d'abord, lorsque le marché est favorable. Quel que soit le cursus, les candidats, lorsqu'ils ne sont pas absorbés par les compagnies partenaires, postulent dans différentes compagnies, sont appelés en sélection et commencent à travailler assez rapidement. Dans le meilleur des cas, l'AQT, la qualification de type, sera financée par la compagnie, mais dans de nombreux cas, ce sera au candidat de la financer. Généralement, une QT coûte entre 20 000 et 35 000 € en fonction du type d'avion. Lorsque le marché est défavorable, les filières comme les cadets peuvent être mises en pause. L'ENAC prend moins d'élèves et surtout, même lorsque l'école bénéficie d'un partenariat, les pilotes nouvellement brevetés se retrouvent sur une liste d'attente dans laquelle la compagnie viendra puiser en fonction de ses besoins. Par conséquent, en attendant, tout le monde se bat pour les rares postes sur le marché. Les prérequis ont tendance à être revus à la hausse, tandis que les conditions salariales sont revues à la baisse.
Dans certains cas, comme après la crise des subprimes, les pilotes nouvellement brevetés se battent pour des postes de bénévoles qui leur permettent de gagner en expérience afin de se démarquer des autres, tandis que certaines compagnies en profitent pour aller jusqu'à proposer des pay-to-fly. Du pay-to-fly? Qu'est-ce que c'est? Cette pratique consiste à vendre une QT plus un bloc d'heures. C'est-à-dire que le candidat va payer environ 30 000 € pour la QT, puis par exemple 20 000 € pour faire 500 heures sur l'avion dans le cadre d'opérations commerciales. On est donc dans une situation où le candidat paye pour travailler. Afin que cela reste légal, la compagnie va facturer la QT 60 000 € au candidat et ce dernier recevra le SMIC du pays dans lequel il sera basé, lorsqu'il existe un salaire minimum. Payer pour travailler alors qu'on a probablement déjà payé une formation hors de prix? Cette pratique a bien évidemment été dénoncée, mais les instances européennes considèrent que tant que le personnel est qualifié, le fait que ce dernier paye pour travailler ne pose pas de problème de sécurité. Le métier de pilote nécessite beaucoup de rigueur et une forte motivation. Si aujourd'hui il est possible de se former au Canada ou aux États-Unis, les chances d'intégrer de grandes compagnies dépendront toujours du cursus choisi, de la conjoncture et du facteur chance du candidat. À la question « Pilote est-il un métier de rêve ?», la réponse sera donc oui, car il s'agit d'un métier de passion et qui parvenir revient à réaliser un rêve pour beaucoup, mais aussi oui et non, car beaucoup de facteurs indépendants de la volonté du candidat dessineront le confort de vie auquel il aura le droit. Et voilà, cette vidéo est terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Et pour me suivre, clique juste là. À bientôt. Ciao!